Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Pour cette dernière table ronde de l'année, nous avons choisi le thème du Smart Workspace, l'espace de travail intelligent, plus intelligent, et en tout cas plus connecté et répondant mieux aux usages des collaborateurs de l'entreprise d'une part, comme aux nécessités évidemment des directions de l'immobilier et de l'environnement de travail d'autre part. Alors c'est un sujet, vous le savez, que je traite de manière récurrente, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'évolutions, beaucoup d'innovations, ça bouge beaucoup, mais les applications sur le terrain sont souvent plus longues à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble où en sont les acteurs de la filière, ce qu'ils anticipent pour les mois et les années qui viennent. Et pour en parler, je suis très heureux d'accueillir à mes côtés Nicolas Berthelot. Bonjour Nicolas. Merci pour votre accueil. Mais merci d'avoir accepté. Nicolas, tu es directeur général de DEIA. DEIA, c'est un spécialiste des solutions audiovisuelles et collaboratives, c'est ça ? Exactement, on est spécialisé dans l'intégration de solutions collaboratives et dans la digitalisation des espaces de travail. Et DEIA est également membre d'un réseau national d'intégrateurs qui s'appelle OVNI. Qui s'appelle ? OVNI. OVNI, ah bah dis donc, bon, voilà. Donc tout un programme. Voilà, on est déjà dans l'anticipation. Merci de ta présence. Luc de Crémou, bonjour Luc, bienvenue. Bonjour Lionel, merci. Alors, Luc, tu es le directeur immobilier, mais aussi sécurité et environnement des sites parisiens de Schneider Electric. Oui. Alors, qu'est-ce que représentent les sites parisiens de Schneider Electric ? Aujourd'hui, ça représente de l'ordre de 43 000 m² sur deux grands bâtiments. Et puis, un gros projet l'été 2025 de déménagement du côté de la Paris La Défense Arena. Ouais. Un nouveau bâtiment 2 fois plus petit, on en parlera. Ouais, très bien. Et puis, le fameux Hive fait partie. Absolument, c'est le siège du groupe. Voilà. Ouvert en 2008, fin 2008. Déjà, 14 on en parlait un tout petit peu avant. C'est vrai que ça fait déjà un petit moment. Et enfin, j'accueille Olivier Faura. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci pour ce nouvel accueil. Mais oui, ravi de te retrouver. Tu es le dirigeant donc, du groupe Patriarcat. Alors Patriarcat, c'est un groupe qui propose une palette, on va le voir à l'écran, très variée. 360 degrés, j'aime ça. Immobilier 360 degrés, tu sais que chaque fois je le relève. De services à l'immobilier, recherche foncière, immobilière, construction, travaux, exploitation de bâtiments, gestion des énergies. Un mot pour nous présenter Patriarcat et puis pour nous expliquer comment le digital en fait s'inscrit dans le déploiement de toutes ces offres et de toutes ces activités. Effectivement, donc le groupe Patriarcat Développement, c'est un groupe qui a un positionnement un peu particulier, parce qu'on opère vraiment l'immobilier 360, comme tu le disais, avec ces 5 pôles stratégiques. Et en fait, notre finalité, c'est vraiment d'offrir la chaîne de valeur la plus large possible sur l'immobilier d'entreprise et d'intégrer l'ensemble des solutions autour de ces thématiques, de ces problématiques, immobilier, bâtiment, services avec la maintenance, l'énergie, l'exploitation, puisqu'on est également promoteur et exploitant de bâtiments. Voilà, on opère à peu près 150 000 m² en France. Et du coup, le digital, il s'inscrit comment C'est-à-dire, comme tu le dis, vous êtes quand même sur toute la chaîne. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il s'inscrit de plus en plus en amont, dès la phase de construction, de conception, ouais. Et même de construction-promotion, le BIM, etc. C'est ça. Et puis donc jusqu'à la phase exploitation, où là c'est encore peut-être d'autres applications, d'autres activités digitales. Alors de toute façon, le digital est partout dans nos vies et c'est indissociable de nos activités. Effectivement, comme tu le disais, en amont, c'est dès la conception, avec notamment le BIM. Il est utilisé de plus en plus vraiment Oui, ça va dépendre des actifs. En fait, plus les actifs sont gros, complexes, plus ils se justifient. Pour des petits actifs, il y a moins de justification et les besoins sont moins importants. Voilà. Mais on cherche à récupérer et à travailler de plus en plus avec des cabinets d'architectes aussi qui travaillent sous BIM et ça nous permet vraiment de rendre interopérable et surtout de donner une vue, d'intégrer ce BIM dans les outils d'exploitation postérieure qu'on va gérer, notamment avec nos solutions digitales de connexion sur le bâtiment connecté justement et de pilotage des équipements. Oui, parce que j'entends quand même beaucoup parler du BIM en phase de conception, construction, beaucoup moins en phase d'exploitation. Oui, c'est pour ça que nous, principalement aujourd'hui, si on prend les grandes phases en fait, du cycle de vie du bâtiment, nous on travaille principalement sur
depuis la conception, effectivement, sur l'exploitation au sens notamment de traitement de données. Donc, on va capter de la donnée sur les bâtiments, donc objets connectés. On va remonter de l'information, notamment les compteurs d'énergie, les compteurs de consommation d'eau, compteurs d'usage du bâtiment, les remonter sur une plateforme pour fournir finalement de la donnée. Et ça doit être de la donnée décisionnelle. Donc, c'est un aide à la décision pour nos clients et pour nos sites. Et puis, on a aussi du traitement à travers de la GMAO, c'est toute l'exploitation du bâtiment sur les équipements, sur la maintenance. Derrière, nous, on travaille en écosystème, donc on va aller chercher des solutions pour la partie asset management, on va aller chercher des solutions pour la partie conciergerie digitale, voilà, des solutions d'intégration. Exactement. Voilà, donc on est sur tout ce cycle, à la fois avec des applications internes et puis des applications qu'on intègre. En fait, il n'y a pas de solution toute faite qui va couvrir l'ensemble des besoins. Donc on va chercher à chaque fois la solution qui répond le mieux à l'application et à l'usage. C'est du sur-mesure à chaque fois? On ne peut pas faire du sur-mesure à chaque fois, mais il y a des paramétrages qui sont importants, et moins on passe de temps effectivement sur du paramétrage spécifique, moins ça coûte cher. Voilà, mais l'important c'est de coller aux besoins des utilisateurs. Voilà, donc on cherche à avoir la solution la plus simple et la plus collaborative possible, pour qu'elle soit la moins chère aussi. Oui, c'est ça aussi. J'allais dire, ça a un coût. Bien sûr. Ça coûte un peu cher quand même. Ça peut coûter très cher, comme ça peut. En fait, la notion de cher, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est combien ça me rapporte. En fait, en quoi est-ce que ça va me rapporter dans mes services ou dans mon économie d'énergie. C'est comme ça qu'il faut calculer. Donc il faut calculer sur un ROI serviciel. Il faut calculer sur un ROI qui va être un coût d'exploitation typiquement. Voilà, c'est comme ça. Ou en quoi est-ce que ça va me permettre d'optimiser mes mètres carrés. Enfin, on peut vraiment avoir une approche globale. Donc le coût, ça veut rien dire. C'est combien plutôt est-ce que ça me rapporte en termes d'offres et de valeur de service à mes occupants, à mes collaborateurs, à mes exploitants, à mes facility managers. Compris. Luc. Donc avec ce que vient de nous présenter Olivier, là, il vient de nous présenter toute la palette du BIM à la GMAO, à la GTP. Bon, et ça peut faire énormément d'outils différents. On verra peut-être ensemble un peu plus tard qu'il y a même un certain foisonnement dans tous ces outils qui apparaissent, notamment sur la partie service aux occupants. Est-ce qu'il y a des briques essentielles pour toi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes quand on parle de système d'information immobilier ou de smart workspace? Ouais, je crois que, alors j'aime bien dans la notion d'Olivier de valeur, je crois que c'est ça qui est important en fait, le bâtiment intelligent, le smart building, il faut qu'il soit utile, juste fondamentalement utile. Et utile, ça veut dire quoi? C'est j'apporte de la valeur à ceux qui l'occupent ou l'exploitent. Et là, c'est important, c'est qu'un bâtiment qui serait dit intelligent mais qui n'est pas capable de piloter sa température et d'apporter le confort nécessaire, ou une salle de réunion multi-équipée mais personne n'arrive à utiliser les équipements, globalement c'est plus un stupid building que le smart building. Ouais. Et après, il faut distinguer quand même deux catégories d'utilisateurs. Il y a l'exploitant, ce que je suis moi-même par exemple pour les sites de Schneider, et le collaborateur, celui qui vraiment est occupant, résident du bâtiment en fait. C'est deux personnalités, on va dire, différentes, qui peuvent utiliser les mêmes systèmes, mais pour un usage différent. L'exemple typique, c'est le capteur dans la salle de réunion qui dit à l'exploitant « oui, tu as le bon nombre de salles de réunion dans ton bâtiment » et qui permet au collaborateur, lui, de trouver la bulle ou la salle de réunion dispo en temps réel. Sauf que ça nécessite d'aller chercher dans des données qui sont des sources de données qui ne sont pas toujours interopérables. C'est facile. On en parlera tout à l'heure. S'il te plaît, Nicolas, ton avis à toi sur c'est quoi un smart workspace, un espace de travail intelligent, d'abord, et est-ce qu'il y a des briques essentielles de base? Je rejoins complètement Luc sur le côté intelligent pour qui? Pour l'exploitant ou l'utilisateur, c'est clairement pas la même chose. Pour l'exploitant, ça va être des données. Et on peut le voir peut-être sur le prochain graphique. Aujourd'hui, il y a eu un écosystème Digital Workplace qui s'est littéralement accéléré depuis 2-3 ans. Ça devient... il faut pouvoir retrouver ces petits... Et puis envisager des environnements pour l'exploitant communicants avec des API qui fonctionnent entre elles. Donc vraiment, dès le début du projet, s'assurer que toutes ces briques qui, au final, vont délivrer un service simple, c'est pas si simple que ça à mettre en place. Donc là, ce graphique, c'est pas tant commenter toutes les briques. Mais oui, alors je précise que c'est en fait un travail qui a été réalisé par
un fournisseur de solutions logicielles qui s'appelle, vous le voyez en bas à droite, Invigate. On n'a pas de lien particulier avec cette société, on est d'accord. Tout à fait. Elle a juste réalisé ce travail d'essayer comme ça d'aller chercher un petit peu tous les outils qui sont proposés. Alors, vous le voyez, soit pour gérer l'infrastructure du bâtiment, soit pour le support aux équipes, le travail collaboratif, ou bien la gestion de la relation avec les clients internes. Et donc, c'est vrai que quand on voit ce foisonnement, on a besoin de ce trait d'union pour s'assurer que toutes les solutions vont communiquer entre elles. Si on n'envisage pas dès le début l'interopérabilité, on va avoir un environnement sur le papier très intelligent, mais au final très bête. Pareil, qu'est-ce que je fais de mes data ? Aujourd'hui, est-ce que je dois être proactif pour avoir des données froides ? Ou est-ce que j'ai des outils, et ça existe, par exemple, d'intelligence artificielle qui vont être capables de me dire, surtout sur des très grands ensembles, OK, nous, notre préconisation, au bout de tant d'utilisation, ce serait d'envisager tes espaces de cette manière-là à l'avenir. Et ensuite, pour l'utilisateur final, un espace intelligent, je pense que c'est un espace sans couture, extrêmement simple d'utilisation, dans lequel on se sente bien, dans lequel on retrouve toutes les valeurs de la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que moins on a de mètres carrés, plus les utilisateurs attendent aussi d'outils collaboratifs, simples. Ça doit être fluide. C'est un peu ce qu'ils utilisent au quotidien dans leurs applis sur leur smartphone. Exactement. Et quand on voit ce genre d'écosystème, on peut se dire que la fluidité sur le papier, c'est pas forcément gagné. Ce qui est intéressant, c'est le slide qui est juste après. C'est Cocorico, c'est-à-dire que dans ce foisonnement de solutions, l'écosystème francophone est plutôt bien représenté. En tout cas, il y a énormément d'acteurs. Donc, en plus, on peut concevoir des solutions intelligentes qui donnent satisfaction aussi bien à l'exploitant qu'à l'utilisateur final, en plus en privilégiant des solutions maison. Alors, ce qu'on a vu, c'est un mapping qui a été réalisé, alors ça c'était en 2020 par le cabinet Wavestone, qui a essayé là aussi de catégoriser un peu tous les outils, soit de knowledge management, de gestion et d'analyse de la donnée, jusqu'à l'espace de travail intelligent. Et on voit que dans la partie espace de travail intelligent, on pourrait encore augmenter. Il y a beaucoup plus que ça, même depuis 2020, à l'espace de 2 ans, il y a beaucoup plus que ce qu'on voit là apparaître à l'écran. Il y a ce foisonnement-là, tu le ressens, Luc, tu as beaucoup de sollicitations, tu vois arriver des nouveautés, tu testes un certain nombre de choses. Comment on s'y retrouve ? Déjà, on essaie de répondre aux attentes de nos clients, c'est ça le premier point, et on a vu quand même ces dernières années tous autour de nous des profondes transformations, au moins la première liée au Covid, la deuxième liée à tout le contexte très actuel de sobriété énergétique, et donc qui ont entraîné des nouvelles attentes en fait, et ce digital, il vient instrumenter ces attentes. Le Covid a fait se poser la question à tous les responsables de site, tous les directeurs immobiliers, est-ce que j'ai la bonne empreinte immobilière, est-ce que j'ai la bonne surface, est-ce que j'en ai pas trop ? Ça, j'y réponds en mesurant l'occupation. Alors, on le faisait avec le contrôle d'accès auparavant, maintenant on va pouvoir le faire avec des capteurs de présence sous les bureaux, on va faire des capteurs de dénombrement qui vont dire autour de ce plateau, on a 4 personnes, peut-être ce plateau il est trop grand, finalement on pourrait peut-être faire 2 plateaux par exemple. La sobriété énergétique, là encore plus maintenant, le passage de la consigne à 19 degrés comme on l'a fait dans un certain nombre de nos bâtiments, ça entraîne un positionnement sur une espèce de ligne de crête. Quand on était à 21, le moins de défauts se voyait peu, parce que 21, on descend doucement à 20 puis à 19, ça passe. Quand on est à 19, le moins de défauts vous emmène à 18 ou 17, et là tu as froid. Beaucoup trop. Donc le digital, vraiment, il est là pour nous aider. Donc c'est bien, ça a mis en valeur le travail des directions de l'environnement de travail, moyens supplémentaires, en tout cas attention supplémentaire, exigence aussi supplémentaire, c'est bien, responsabilité aussi supplémentaire. Donc on est au cœur du business de l'entreprise, c'est flatteur, mais c'est lourd aussi, et ça demande à ce qu'on soit capable effectivement de tirer profit du digital et des différentes innovations, donc aussi de se dépêtrer de tout ça, parce qu'il faut essayer d'y voir clair, je pense qu'on y reviendra, mais c'est clairement un accélérateur et un levier de valeur pour l'entreprise. Et ces dernières années, qu'est-ce qui finalement a été le plus important dans le développement de cet espace de travail intelligent pour toi ? De quoi vous vous êtes équipé ? Qu'est-ce qui a apporté le plus de valeur à tes yeux ? Voilà.
La mesure d'occupation, c'est sûr, parce que c'est vraiment le levier, le poste de coût le plus important pour un directeur immobilier. C'est de l'ordre pour nous de 2/3 de notre coût d'exploitation, en fait. Donc agir sur les mètres carrés sans toucher au confort de vie des collaborateurs, donc c'est réduire ma surface tout en garantissant un espace de travail qui est confortable pour le collaborateur, c'est là qu'on a le levier de coût le plus important. Après, et ça, c'est quoi? C'est le déploiement de capteurs? Donc ça, c'est les capteurs, et c'est aussi les logiciels qui vont avec. C'est-à-dire que le capteur, c'est bien, sauf qu'il capte une donnée, il ne me permet pas de la travailler. Donc on a parlé de data analytics précédemment. Bon, si je n'ai pas les outils pour analyser ces données, voir sur un temps un peu long, de 3 mois, 6 mois, comment mon open space est occupé, je ne peux pas en exploiter la valeur. Donc c'est du matériel et du logiciel, évidemment. Et puis derrière, ce n'est pas magique non plus, de l'intelligence humaine qui va comprendre la donnée, l'exploiter, prendre les décisions derrière. D'accord. Sobriété énergétique aussi, je te coupe, mais oui. On le voit aujourd'hui, je crois qu'on a tous une responsabilité à porter là-dessus. Réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments, c'est un enjeu majeur. Et donc là aussi, on a besoin d'outils, là encore, matériel, logiciel et d'intelligence. C'est vraiment à chaque fois cette triple couche. Oui. Comment tu as déployé ça? J'essaie de comprendre comment se fait la décision et comment tu fais ton choix, en fait, parmi toutes ces solutions qui sont proposées. Est-ce que tu testes un certain nombre de choses? Est-ce que tu es aidé par une direction des systèmes d'information interne? Voilà, comment tout ça se déploie après? Alors, je raisonne que pour Schneider Electric. On n'a pas vraiment de direction de l'innovation dédiée à l'immobilier. On en a une, mais pas dédiée à l'immobilier. Donc, c'est plutôt nous qui, dans le cadre, par exemple, des rencontres de l'Agora, qui vont permettre d'identifier des innovations. Le radar Voicestone fait aussi partie de ce qu'on regarde. Et puis, on va tester. On a testé, par exemple, on peut faire de la promo, c'est un opérateur qui s'appelle TAQT qui fait des bornes tactiles où on va pouvoir déclarer un incident, signaler un manque de consommables dans des sanitaires par exemple, et qui envoie un SMS à l'équipe de propreté qui va pouvoir intervenir. Donc on teste des choses comme ça, on fait des pilotes, à la fin on dit stop encore ou je l'étends par exemple. Donc on va faire un peu nous-mêmes notre veille et déployer. On a aussi quand même la chance au sein d'un groupe comme Schneider Electric d'avoir un certain nombre de solutions en propre. Alors parfois pour le meilleur et pour le pire, on est aussi bêta-testeur de nos propres solutions. Tout marche pas non plus de façon immédiate, mais quand même on les a. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un support. Vous testez un certain nombre de choses. Alors le but du jeu, c'est d'avoir ce qu'on va voir à l'écran, c'est d'avoir finalement un petit peu une vision comme ça, globale, avec un certain nombre d'éléments d'information qui te permettent de piloter mieux finalement ton exploitation. Et puis peut-être de délivrer plus de services aux occupants. À toi de m'expliquer, on voit ici une interface, une sorte de tableau de bord. Qu'est-ce que tu récupères comme données et à quoi ça te sert? Globalement, on peut les passer tous parce qu'on ne va pas les détailler chacun, mais globalement, on a sur le bâtiment du Hive qu'on voit à l'écran, on a 3500 points de comptage qui peuvent être un compteur électrique, qui peuvent être une borne de recharge de véhicule électrique, qui peut être des capteurs de présence. Et toutes ces informations vont remonter dans différents logiciels. Aujourd'hui, on n'a pas, on en reparlera, on n'a pas d'agrégation complète, on a plutôt plusieurs outils sur la qualité de l'énergie, sur la dispo de l'énergie, sur les consommations énergétiques. C'est à chaque fois des sujets un peu différents. Donc la même donnée qui remonte dans différents logiciels et qui vont nous permettre de piloter. Là, on voit ce qu'il est vraiment la GTB. Donc on va avoir des schémas de fonctionnement de l'installation qui vont permettre d'identifier un dysfonctionnement. J'ai une vanne qui ne marche plus, j'ai une chaudière qui s'est mise en défaut, pourquoi ? Et aussi d'orienter le FM, ce qui va nous permettre d'orienter le VFM vers la correction. On gagne en réactivité, on gagne en confort. On peut aussi mieux communiquer aux collaborateurs qui veulent comprendre pourquoi il fait chaud, pourquoi il fait froid, et qui comprennent d'ailleurs quand on fait un peu de pédagogie. Donc avoir des outils comme ça nous permet d'être à la fois plus pertinent, plus réactif et mieux compris. Et donc, on retrouve la valeur. J'aimais bien la notion d'ROI serviciel. C'est bien ça que j'ai en tête. C'est un outil, il peut être cher, mais ça ne veut rien dire s'il apporte beaucoup de valeur. Et puis, là, on voit en fait une interface qui est plus pour toi, côté exploitation, mais j'imagine que vous avez aussi une interface
qui est différente pour les occupants. Eux, ils ne cherchent pas forcément à connaître toutes ces informations. Là, on a vu, vous pilotez quand même de manière assez fine toute la partie production d'énergie qui est très variée. J'ai vu passer du gaz, j'ai vu passer de la géothermie, du photovoltaïque. Bon, voilà, donc ça, c'est, comme tu le disais, un pilotage beaucoup plus fin. En ce moment, j'imagine que ça sert. Mais pour les occupants, du coup, qu'est-ce que vous avez développé? Alors, ça sera plus sur du mobile, globalement. Alors, soit sur du portail web, mais sur du mobile, je crois qu'on a une illustration un peu plus loin, d'applications qu'on propose pour nous et pour nos clients. Là, on a l'exemple sur le siège je crois qu'on le voit de Pernod Ricard, The Island, à côté de Saint-Lazare, où on va regrouper dans une application mobile l'ensemble des services proposés par le site. Alors là, on parle plus pilotage du confort, mais local, c'est-à-dire je veux allumer la lumière, je veux augmenter le chauffage, réduire dans une pièce donnée, réserver une salle de réunion sur la base des capteurs aussi. Si je rentre dans une salle, ça la réserve automatiquement. Je vais pouvoir faire une déclaration d'incident sur la base de l'application mobile, etc., etc. Donc, encore une fois, je me répète un peu, mais c'est souvent la même donnée qui est utilisée de deux façons différentes. Souvent, le temps réel est pour le résident, le temps différé et le temps long, il est pour l'exploitant du bâtiment. Mais une fois de plus, c'est la même source à la base. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Nicolas, qu'est-ce que demandent les clients aujourd'hui? C'est quoi, d'abord, les évolutions majeures peut-être de ces dernières années que tu as pu identifier? Comment ont évolué les demandes des directions d'immobilier, des directions de l'environnement de travail? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils te demandent aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il demande, on est capable de le satisfaire. Il y a aujourd'hui une quantité d'applications, de capteurs. J'étais sidéré, je suis sur un salon à Lyon dédié à l'Internet des objets. C'était juste hallucinant de voir ces dizaines de milliers de capteurs différents, ces centaines de plateformes. Donc, quoi que le client ait en tête, on va être capable de l'exécuter. Après, nous, notre rôle, ça va être aussi de mettre le curseur. Il est clair que la culture d'entreprise influe beaucoup sur ces demandes. Une entreprise d'ingénieurs n'a pas les mêmes attentes qu'une entreprise dédiée au service ou à la com ou au marketing. Ce qu'on constate, c'est moins de mètres carrés, mais de plus en plus d'espaces collaboratifs et de plus en plus d'espaces à usage spécifique. Clairement, depuis 2 ans, la notion de communication est omniprésente. Je me souviens encore de clients de grands réseaux bancaires qui s'imaginaient en février 2020 mettre en place des expérimentations sur le télétravail à coup de sur 10 collaborateurs pendant 2 ans on va tester, puis dans 2 ans on se remet autour de la table. Non, 1 mois après, 90% des équipes étaient en télétravail et ça a très bien fonctionné. Donc plus d'usages spécifiques parce qu'il y a eu une acculturation sur tous ces nouveaux outils. Des studios pour des webinaires de qualité, des salles de réunion de qualité parce que les clients savent ce qu'ils ne veulent plus retrouver, parce qu'aujourd'hui la dimension hybride est absolument omniprésente. Donc, vous avez dû déployer assez rapidement justement tous ces nouveaux outils de réunion hybride, donc de vidéoconférence. Effectivement, on a senti une accélération très nette ces 2 dernières années. Oui, bien sûr. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a toujours cette accélération, mais il n'y a plus de matériel sur le marché. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah bon, il y a un peu de pénurie. Il y a une vraie pénurie. C'est ni un fantasme, ni pour accélérer les prises de commande, mais il y a vraiment une pénurie. Mais ce qui est intéressant, c'est je trouve qu'il y a une qualité projet qui a augmenté chez les clients, avec une exigence accrue et une sensibilité. Il y a 3 ans, quand vous portiez l'attention des clients sur attention aux conditions audio, acoustiques d'un environnement, ok, c'est un peu plus cher. Mais quand vous allez passer 8 ou 8 heures dans votre journée en réunion hybride, c'est un facteur vraiment important. Et puis, l'élément qui a changé notre approche, c'est l'approche écosystème. Aujourd'hui, il y a tellement de solutions qu'on doit proposer des écosystèmes interopérables. Quand vous avez des raz-de-marée dans le corporate comme Microsoft Teams qui sont arrivés, vous ne pouvez plus imaginer des écosystèmes qui ne prennent pas en compte cet environnement, ou Zoom. Avant Covid, on a publié un petit post sur LinkedIn, on avait identifié plus de 80 solutions de collaboration. Bon, Aujourd'hui, il y en a 2 et une dans le corporate qui est omniprésente avec Microsoft Teams. Donc ça, c'est un gros driver pour nous dans la conception des solutions. Et puis, le mieux est l'ennemi du bien.
C'est-à-dire qu'à force d'imaginer des applis, toujours plus d'outils, etc., c'est OK, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Comment on peut s'intégrer dans ce que tu as aujourd'hui ? Tes collaborateurs, dans ton organisation, tu vas avoir 14 conventions de télétravail différentes qui sont déjà intégrées dans ton SIRH. Bon, plutôt que de rajouter une couche supplémentaire pour tes utilisateurs, comment on peut faire pour aller s'intégrer dans ce qui existe déjà et continuer de leur faciliter la vie ? Donc c'est vraiment le côté sans couture. Ouais. Voilà. Et à t'écouter, j'ai l'impression que c'est moins un problème d'équipement qu'un problème finalement de développement et d'interface logicielle. C'est exactement ça. Ouais. Il y a le côté API qui est très important, Ouais. l'interopérabilité. Et puis ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quand on conçoit un projet, si on écoute énormément les utilisateurs finaux, ça sert à rien de faire de la technique pour faire de la technique. Je rejoins complètement d'avoir des environnements qui font papa-maman. C'est que veulent les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas retrouver. C'est écouter une direction financière qui va passer 8 heures par jour dans ces salles de réunion, les équipes com qui vont avoir des besoins spécifiques, les équipes de com interne qui vont avoir des besoins particuliers, des espaces événementiels. Voilà. De quoi tu as besoin ? Et puis ensuite, on va concevoir ces outils, quoi. Ouais. Olivier, ta réaction, toi qui as cette vision, donc finalement, à la fois du temps long sur la construction des opérations et puis l'exploitation, qu'est-ce que tu as constaté sur les évolutions Déjà, je rebondis vraiment sur un point qui est central, c'est-à-dire quand on parle d'espace intelligent, la première intelligence, elle est humaine. C'est-à-dire qu'en fait, je reviens vraiment sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'expression de besoin des utilisateurs et des exploitants sur ces deux notions, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'avant de poser des solutions techniques, il faut les écouter. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec notre filiale Opus Design and Build, d'écouter, d'animer des groupes de travail, justement, et de créer l'écosystème très large des intervenants, des experts qui vont pouvoir aussi interagir avec l'expression de besoin. Ça c'est fondamental parce que tout doit partir du cahier des charges du utilisateur. Et dans l'évolution, dans l'espace intelligent, il y a sa capacité à évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble soit conçu dans des environnements qui soient agiles, mobile et qui va s'adapter au fur et à mesure, parce qu'en fait on peut avoir des très beaux systèmes qui fonctionnent très bien à un instant T, mais qui ne soient pas du tout évolutifs, au même titre qu'un bâtiment non évolutif est un bâtiment qui est mort à court terme, puisqu'on voit bien la nécessité dans le cycle de vie, on a l'ARE 2020 qui arrive, donc il faut penser depuis la conception. Donc ça nécessite vraiment en premier lieu de travailler sur la conception du bâtiment en termes d'architecture, donc il faut avoir des architectes qui vont penser les espaces en fonction de l'expression de besoin. L'ingénierie. Aujourd'hui, les architectes, est-ce qu'ils intègrent vraiment bien cette dimension digitale à partir de numérisation voilà. Le digital est une solution. Je veux dire, c'est une réponse, c'est effectivement un levier d'amélioration de la performance. Non, mais je dis ça parce que c'est un peu le credo de la SBA, de la Smart Building Alliance, qui dit c'est dès la conception et la construction. Maintenant, il faut penser cette 5e dimension digitale du bâtiment, ou 4e. Tu pourras mettre toutes les solutions digitales que tu veux si encore une fois, tu n'as pas posé les choses dès le début, tu vas créer de la frustration. Et tu vas créer vraiment, là, une dégradation de la valeur. Donc, j'insiste sur cet aspect-là. Et effectivement, il y a tellement de solutions, on le voit bien dans le panel, c'est si tu ne mets pas l'humain dans ce sujet-là, tu vas d'abord poser une solution parce que c'est celle qui t'a paru la plus belle ou que le vendeur t'a le mieux vendu, alors que ce n'est pas forcément celle qui répond à ton besoin. D'où l'importance d'être suffisamment agnostique, d'être intégrateur, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire on a développé, nous, des applications, mais demain, peut-être que nos applications, il y en aura une qui sera meilleure à côté et on ira la chercher, travailler avec Schneider, on échange avec Schneider, avec l'ensemble de l'écosystème, justement pour intégrer et on développe nos systèmes d'interopérabilité. Ça, c'est un vrai besoin. Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, alors les besoins prioritaires, c'est vraiment aujourd'hui la problématique d'énergie, c'est-à-dire la supervision, et la capacité à piloter les équipements, parce qu'il y a un vrai besoin de sobriété énergétique, sobriété environnementale, sobriété énergétique. Il y a le décret tertiaire qui est un vrai accélérateur, source d'économie avec l'explosion des coûts. Donc ça, c'est un besoin qui est majeur. L'autre besoin, c'est au niveau de l'exploitant également de mieux piloter ces interventions de maintenance,
sur les systèmes, parce que là aussi, on va être sur un service utilisateur. Derrière, quand on a un système qui ne fonctionne pas et qu'on n'est pas capable de bien piloter sa maintenance, on crée de la frustration. Et le plus beau bureau du monde, s'il n'y a pas de lumière ou s'il n'y a pas de chauffage, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est vraiment deux expressions de besoin sur la maintenance. Parce que j'entends parler de la maintenance préventive, voire prédictive. Bon, on en est encore loin ou ça y est Non, c'est la remontée de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pourquoi est-ce qu'on place de plus en plus de capteurs ? C'est-à-dire qu'il y a l'émergence, effectivement, des objets connectés. Donc, on s'attache à avoir, de la même manière, à connecter les équipements, sachant qu'on est sur des équipements hétérogènes, donc avec la problématique, il faut solution, application, système, donc l'interopérabilité, elle est majeure, donc remontée de données. Comment est-ce que finalement, toute cette masse de données, on est arrivé à la traiter, donc on est sur du data analyst, et puis fournir des tableaux de bord qui soient simples, le plus compréhensible et surtout fonctionnel pour les utilisateurs, qui peuvent être des directeurs de l'immobilier, qui ne vont pas avoir les mêmes besoins de KPI que les directeurs des moyens généraux, qui ne vont pas avoir le besoin qu'un exploitant de son propre bâtiment. Voilà. Et donc, il faut être capable d'avoir on définit des dashboards, des systèmes de pilotage, de vision, qui vont remonter de la donnée. Et la donnée, elle doit être une donnée décisionnelle. C'est-à-dire, en quoi est-ce que cette donnée m'est utile pour prendre des décisions, pour améliorer l'usage, pour améliorer le fonctionnement du bâtiment. On voit quelques exemples, du coup, à l'écran de ce que vous proposez. Là, par exemple, une supervision qui permet donc de piloter ces équipements. Et c'est vrai qu'on voit, la première question, c'est quoi le besoin ? C'est ce contrôle d'accès, est-ce que c'est en fait, il y a à la fois les ascenseurs, on va retrouver CVC, on va retrouver à la fois effectivement des remontées d'informations. On va si on passe sur les 2-3 slides suivantes, mais on voit bien, on est proche des systèmes avec effectivement des systèmes de capteurs qui vont remonter de la donnée, mais en plus. Ce que je veux, c'est pouvoir le piloter quand je suis responsable des moyens généraux. Je veux pouvoir verrouiller ou améliorer ou modifier. Et également créer ce qu'on appelle un benchmark. Nous, on travaille beaucoup. Nos clients, c'est 15 000 sites à peu près en France. Donc, quand on est sur du multisite, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir éventuellement fournir des tableaux de bord, justement, avec des comparatifs. Et ces comparatifs, c'est quoi mon top 10, flop 10 de mes bâtiments. Et donc, de les benchmarker, tenant compte aussi de la géographie. Ma consommation d'énergie, elle n'est pas la même à Strasbourg ou à Lille. Qu'à Nice. Donc, je tiens compte aussi, j'intègre de la donnée pour pouvoir aussi tenir compte de ces usages. Ça, c'est important et l'objectif, c'est finalement d'aider la décision, quelle qu'elle soit, remonter de la donnée intelligente et idéalement pouvoir piloter les équipements à distance pour pouvoir interagir et donc être le plus opérationnel sur les économies et l'évolution qu'on va pouvoir faire des équipements. En revanche, Lionel, je rebondis sur ce que vous disiez sur les architectes. Je rassure les architectes qui nous regardent, on peut faire du technologique, il y a du beau et du très beau. Oui. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. C'est juste, j'essaie de comprendre si c'est bien intégré dans cette phase nos architectes d'intérieur intègrent complètement le digital dans les usages. C'est-à-dire, effectivement, il y a des espaces, mais dans l'expression de besoin, on couvre l'ensemble du périmètre. Au même titre que les architectes sur des bâtiments, nous, on est des architectes plutôt d'intérieur sur du workspace. Mais effectivement, on travaille avec nos architectes externes sur les bâtiments, sur les enveloppes. Parce que si on conçoit mal un bâtiment dans sa conception, dans ses matériaux, dans son orientation, on sait très bien qu'on pourra mettre tous les capteurs qu'on voudra et tous les systèmes de pilotage qu'on voudra, on passe à côté de l'amont du bâtiment. Exactement, oui. Luc, on a parlé de pas mal de choses et j'ai entendu quelques petits mots, notamment le mot d'interopérabilité. Parce que ça me rappelle l'exemple d'une de tes consoeurs qui a essayé de faire l'exercice de dénombrer un petit peu toutes les sources de données sur un nouveau bâtiment, comme je sais que tu travailles dessus en ce moment, un nouveau bâtiment, un futur siège donc de son entreprise. Et au bout de 27 sources de données différentes, internes, externes, etc., elle s'est arrêtée. Et puis elle a demandé un petit peu au marché, qui lui a dit « mais ça va être formidable, vous inquiétez pas, on a toutes les API qu'il faut, machin, ça va tout être opérable ». Bon, ça s'est pas passé aussi bien que ça. L'interopérabilité, c'est un vrai sujet. Comment tu le traites, toi ?
C'est un des sujets. Est-ce que c'est un frein aujourd'hui, entre autres? Oui, bien sûr, c'est un des freins. Alors peut-être que Nicolas sera moins d'accord, mais c'est l'intérêt du débat. Oui, aujourd'hui, c'est sûr, mais on le comprend rien qu'en voyant le schéma qu'on avait vu tout à l'heure avec le radar de toutes les startups qui se lancent. Hein. Chaque startup a quand même plus ou moins son protocole, sa méthode, on va dire, sa structuration de base de données, en tout cas, ça c'est à peu près sûr, sa technique d'interfaçage. On va dire que ça se norme un peu, mais quand même, globalement, mets-toi à ma place. Moi, je suis sollicité tous les jours par différents offreurs de solutions qui ont tous une promesse que c'est formidable, effectivement, tu branches, ça fonctionne, ça va communiquer, tu télécharges ton appli voilà. sur ton iPhone 1. Bon, en vrai, on sait que ça marche quand même pas comme ça, et c'est encore très pensé, forcément en silo, où chaque application vient s'aligner à côté de la précédente. Et donc, moi qui dois faire des choix où je vais devoir en plus penser à l'échelle d'un territoire, potentiellement aussi du monde, pour l'ensemble des sites Schneider, c'est quand même compliqué. Des standards techniques qui ne sont pas établis aujourd'hui, sur le wireless par exemple, sur le sans fil, c'en est un, avec le LoRa, le Sigfox, etc. Donc, c'est compliqué pour moi d'aller devoir faire un choix, percevoir la valeur, anticiper la complexité dans le temps de maintenance, juger donc de la valeur apportée versus le prix à supporter, etc., etc. Donc oui, le fait qu'on ait une immaturité du marché, une immaturité technologique et donc des complexités d'interopérabilité, oui, clairement, c'est un des freins. Mais alors, pour agir, je ne suis pas complètement d'accord avec le commentaire d'Olivier tout à l'heure, et je ne veux pas mettre tous les promoteurs et investisseurs dans le même panier en matière d'innovation. Certains sont bien meilleurs que d'autres, c'est clair, et Patriarca fait partie des bons, j'en suis sûr. C'est très bon. Mais aujourd'hui, ce que je constate quand même, ou mon sentiment en tout cas, c'est que souvent, ils ont des directions de l'innovation qui phosphorent, qui travaillent, qui rencontrent ces startups, mais qui ont du mal à les transposer dans l'opérationnel. Et finalement, dans l'opérationnel, on est face à des interlocuteurs souvent qui vont nous dire c'est quoi la réglementation, qu'est-ce qu'on m'impose. Donc je vais m'aligner là-dessus et pas plus loin. Prendre un exemple, sur les bornes de recharge de véhicules électriques, on est en plus en région parisienne, hein, dans une trajectoire globalement de quasi que de l'électrique qui vont pouvoir circuler. Aujourd'hui, de se dire que dans la loi de mobilité, j'ai 5% de mes places qui sont équipées de bornes de recharge de véhicules électriques, ça paraît quand même juste dingue de se limiter à 5% en fait. Donc dans notre projet de 2025, on avait 5% qui sont apportés par le bailleur et on va financer les 95% restants. Donc, c'est un exemple, mais pour dire que malheureusement, de mon point de vue... Et pourquoi, à ton avis, c'est une question de coût? Question d'argent. Question de coût, fondamentalement. Mais pour répondre juste sur ce point-là, c'est tout l'intérêt de la stratégie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a défini notre stratégie autour de l'immobilier 360 ? C'est que on associe en fait toutes les briques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun... Si on n'a pas effectivement, comme tu le disais, une vue globale qui va du projet immobilier, projet utilisateur, projet architectural, projet d'exploitation, projet d'énergie, effectivement, on passe à côté des choses. C'est tout l'intérêt des briques telles qu'on les associe aujourd'hui, parce qu'on mobilise finalement nos expertises autour des projets. C'est-à-dire que sur des projets, en fonction de la nature des projets, on va mobiliser nos experts du design and build sur la partie architecture, nos experts de l'énergie. On est intégrateur de bornes de recharge de véhicules électriques, donc on connaît parfaitement ces sujets-là. On est exploitant de bâtiments, effectivement, dans la promotion. Donc, finalement, cette vue donne une pertinence dans cette approche globale qui nous permet de dire, bah oui, mais en plus, je le vis. C'est-à-dire que nous, on est notre premier laboratoire. C'est-à-dire que vraiment, on déploie nos solutions chez nous avant de les implémenter. On les teste. On est nos premiers utilisateurs. Ça nous permet finalement, et puis on invite nos clients. C'est-à-dire on adore faire des POC avec nos clients, Proof of Concept, et on les amène, et là, on travaille avec eux. Et on interagit, et encore une fois, et tout est mobile. C'est-à-dire que ce qui est vrai un jour sera... D'où l'importance d'avoir des systèmes suffisamment agiles, suffisamment ouverts, ne pas être trop propriétaire, etc. Et avoir des systèmes pas trop fermés. J'ai entendu aussi qu'il y avait, même si les opérateurs s'en défendent, il y a quand même encore beaucoup de systèmes qui ne sont pas si ouverts que ça. Et je me trompe? Alors, complètement. Alors, nous, on s'est fixé quelques lignes de conduite, quelques règles auxquelles on ne déroge pas chez DEA. C'est dans tout ce foisonnement de solutions. Premièrement, on va privilégier des solutions maximum francophones avec des équipes capables de nous accompagner, parce que
Quand vous creusez votre projet, vous vous apercevez que vous avez toujours des spécificités. Alors, vous essayez de rester au maximum sur le standard, mais d'avoir la proximité d'équipes de dev pour reprendre des projets en cours, c'est assez important. Deuxièmement, l'aspect sécuritaire. On parlait de l'Internet des objets. Aujourd'hui, vous avez plus de 650 plateformes qui existent. La moitié sont développées pour les besoins des industriels eux-mêmes. Là-dedans, c'est la cour des miracles. Donc, le côté sécurité des données est hyper important. Et puis, oui, après, quand vous creusez, ce qu'on adore faire, c'est vraiment s'immerger dans la culture d'entreprise. Exemple concret récemment sur un client que je ne vais pas nommer, voilà, on s'immerge dans la culture d'entreprise. C'est moins un problème d'outils qu'une question de management. Donc, OK, mes capteurs, ils vont me permettre de remonter quel type d'informations au service des managers, au service des utilisateurs, pour mieux utiliser les espaces, pour mieux contrôler aussi ce qui se passe. OK, je m'intègre dans mes outils existants. Bon, le système d'information de ressources humaines, quand vous êtes une grande entreprise, ça peut gérer la paye, les notes de frais, le temps de travail. C'est une usine à gaz. Et ça, on ne va pas y toucher comme on le souhaite. Et là, vous vous apercevez que les API ne sont pas ouverts comme c'était prévu que ce soit ouvert. Et donc, tout votre projet va tomber par terre parce que soit vous ne pouvez pas recevoir les bonnes infos, soit vous ne pouvez pas écrire les bonnes infos. Donc non, aujourd'hui, c'est vraiment un travail le plus en amont possible. Le plus en amont possible. Et comprendre tout cet écosystème existant chez le client. Cartographie. D'accord avec ça, Luc. Du coup, derrière, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a un peu de temps de développement, etc. Donc, il faut quand même anticiper pas mal les choses. Donc, potentiellement des coûts, puis des compétences qu'il faut mettre derrière tout ça. C'est ça, j'allais dire. En fait, derrière cette complexité, elle existe, je crois qu'on est d'accord, et il faut la résoudre. Et donc, ça veut dire que, pour les directions de l'environnement de travail, en tout cas, c'est nouveau, tout ça. Enfin, il y a globalement 4-5 ans, tout ça n'existait pas. Et on était plutôt sur des temps longs. Alors que là, maintenant, on a un temps qui s'est dramatiquement raccourci. Alors, dramatiquement, pour moi, je trouve ça très positif en termes d'agilité, mais ça veut dire aussi qu'effectivement, en termes de compétences, d'expertise, c'est très nouveau. Et là, on a un vrai enjeu pour nous, direction de l'environnement de travail, enfin je parle pour moi, d'arriver à monter en compétences, soit monter en compétences aux collaborateurs, c'est évident, aussi recruter, attirer de nouveaux talents, ce qui n'est pas toujours évident, les moyens généraux, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est pas forcément vu comme la vitrine de l'entreprise. Et donc, on a besoin effectivement d'attirer ces collaborateurs, parce que sinon, on va être incapable de traiter ces problèmes. Aujourd'hui, la notion de technologie, elle est souvent abordée par le grand public de façon ultra abstraite. J'ai besoin de Waze sur mon téléphone mobile, je vais dans l'App Store, je clique et 1 minute après, c'est opérationnel. Mais pour arriver à ça, c'est des dizaines de milliers de développeurs. C'est en fait un travail considérable. Donc, on a aujourd'hui une technologie, c'est bien l'expérience utilisateur et l'expérience collaborateur est pour moi un driver hyper profond. Sauf qu'il faut être conscient que l'expérience utilisateur aujourd'hui, elle gomme toute complexité et dans l'esprit du grand public, tout est devenu simple. Oui, c'est simple parce qu'on l'a rendu simple. Et pour le rendre simple, ça suppose une vraie expertise et aujourd'hui, on en manque. Oui. Et des outils sur étagère qui existeraient, qui seraient aussi simples d'utilisation que ce que tu viens de nommer, ça n'existe pas encore dans l'immobilier, si ? Non mais rien n'est jamais absolument simple. Encore une fois, on les rend simples et le but c'est de rendre simple et on est d'accord ici. Mais à un moment, effectivement, ça suppose de mobiliser ces neurones. Rien n'est en soi simple. Ouais. De toute façon, il faudra du développement. On parle depuis quelques années du BOSS, le Building Operating System, ce système central justement du bâtiment, du système d'exploitation du bâtiment. Est-ce que justement il ne résoudrait pas une partie de cette complexité, interopérabilité, ces temps de développement dont on parle, mais du coup il ressemblerait à quoi ? Ce serait quoi ce BOSS ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Et puis est-ce que vous le voyez arriver sur le marché, se développer à relativement court terme ? Alors dans les complexités, déjà on va rajouter un élément qui est la sécurité informatique, des systèmes d'information. Voilà, c'est-à-dire que parfois on a bien pensé en amont c'est vrai qu'il faut une super solution, on est tous d'accord, les moyens généraux sont d'accord, l'immobilier est d'accord, la direction financière est d'accord pour financer, etc. Puis on arrive avec le projet et puis la DSI, elle dit je suis désolé mais non ça va pas le faire. C'est du vécu. Elle dit pas forcément je suis désolé. Non mais on l'a vu, même sur des sujets type sur les bornes de recharge de véhicules électriques, on déploie sur des réseaux nationaux les bornes de recharge avec des systèmes de pilotage. Et oui, il a fallu
concevoir, déployer des solutions vraiment déconnectées du SI. Alors que la demande de la direction immobilière, c'était que ce soit complètement intégré au système. Donc la sécurité informatique fait vraiment partie des complexités à gérer. Donc ce fameux BOSS. Et donc sur le BOSS, en fait, ça va être indispensable d'y arriver. Et aujourd'hui, il y a des convergences. Ce que tu as montré tout à l'heure sur l'application mobile où on va recentraliser. En fait, c'est une interface qui va recentraliser finalement de la donnée et faire sur un système interopérable, sur un système d'information, rendre intelligible des systèmes qui ont été développés, des systèmes d'exploitation qui ont été développés de manière indépendante. Donc la donnée, pour la problématique, elle est hétérogène, encore une fois, sur des équipements hétérogènes. Donc il va nous falloir à un moment avoir une normalisation, une évolution de la normalisation, comme on y arrive avec les systèmes de branchement de prise, etc. On va y aller, en fait. Un standard. Il va falloir des standards. Alors, de plus en plus, il y a de la convergence, parce qu'on le voit bien, ce qui s'est développé sur le mobile. Il y a eu de la convergence pour que tous les systèmes puissent... Donc, on va y aller, et c'est un élément indispensable pour faire en sorte que ça émerge sur le marché. Aujourd'hui, on voit bien, on empile effectivement toujours des briques, on arrive à faire converger de la donnée, mais c'est pas suffisamment satisfaisant. Donc, on va mettre du capteur, on va remonter de la donnée, on la rend exploitable sur de la base de données, sur des dashboards, etc. Maintenant, il faut que tout ça s'interopère et qu'il y ait des data analystes, des data scientists qui viennent et qui permettent de dire je produis des choses, encore une fois, qui vont créer de la valeur. Et pour ça, c'est indispensable d'aller effectivement vers ce fameux BOSS. Nicolas, quand et qui surtout peut faire ça? Est-ce que, par exemple, la SBA, finalement, un petit peu, avec ses labels et ses standards R2S, pourrait se creuser là, du futur BOSS? Alors là, vous me prenez un peu du pot. Je suis loin d'être un expert sur le BOSS. C'est vrai que nous, on intervient sur les projets, sur des portions de données, on s'assure que ça puisse fonctionner dans l'écosystème global du bâtiment. Le BOSS, en ce moment, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness, on en parle beaucoup, on voit pas grand-chose. C'est vrai. Et alors peut-être qu'il y a des tracteurs, etc. Mais tout ce qui va aller vers plus de compréhension, plus de simplicité, en prenant en compte ce côté sécurité de la donnée, qui est aujourd'hui absolument fondamental. Oui, Luc. Alors, à la fois, parce que toi, tu es obligé de te projeter là. Tu travailles, comme tu l'as dit, sur un futur site qui ouvre quand 2025, été 2025. Ouais, alors, c'est loin et proche en même temps. C'est quand même relativement proche. Donc, j'imagine que tu as déjà réfléchi un peu à une architecture, peut-être de SI global. Ce fameux BOSS, peut-être aussi ce fameux métaverse dont tout le monde parle. Est-ce que tu intègres ces dimensions-là, ces recherches-là, ces évolutions, ces innovations-là dans ton projet aujourd'hui déjà? Alors, oui, parce que ce bâtiment, il se veut être la vitrine de Schneider, de son savoir-faire et aussi de son ambition dans le digital et aussi dans l'empreinte carbone, etc. Donc oui, bien sûr. Moi, je suis un ultra partisan du BOSS. Reste que, on en parle, on n'en voit pas beaucoup, c'est vrai. Je te répondrai après sur le métaverse, mais pour moi, déjà sur le BOSS, il y a quand même un biais qu'il faut qu'on arrive à lever, qui est lié à la chaîne immobilière. Alors, c'est pour ça que l'approche de patriarcat à 360 est intéressante de mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, le promoteur ou l'investisseur qui se limite à livrer un bâtiment et puis tiens, tu l'occupes, charge au PM de le gérer, lui, ça n'intéresse pas le BOSS, parce que finalement, c'est pas lui qui va en tirer la valeur. Donc la question, c'est qui va tirer la valeur de cet outil. Et elle est déterminante, cette question, parce que celui qui va en tirer la valeur, souvent, c'est celui qui le paye. Bien sûr. Si c'est pas celui qui le paye, s'il n'en tire aucune valeur, il n'a pas envie. On retrouve ce sujet de ROI. Donc c'est pour ça qu'on a ce point de la chaîne qui est importante, surtout dans le cadre d'un immeuble multilocataire, ce qui sera notre choix en 2025. Alors, on a inclus dans notre contrat de bail un certain nombre de clauses pour préparer ce BOSS en disant « j'aurai accès aux sources de données, même celles qui ne me sont pas forcément directement liées, mais qui me seront utiles ». Et c'est d'autant plus important de le prévoir comme ça que les cas d'usage, en vrai, je ne les connais pas. Pas encore. Qui pouvait savoir, personne m'aurait dit il y a 3 ans, on va demander au quotidien le taux de retour des collaborateurs sur site. Dans le cadre du Covid, c'était une demande qui était quotidienne. Le prestataire de restauration chez nous qui me disait « Luc, combien il y aura de couverts demain ou lundi prochain ?» Bon, et tout ça, je dois répondre avec des données factuelles. Je dois faire du prédictif
Repas de Noël hier midi, par exemple, chez nous. Comment je dois prévoir le nombre de repas que je vais commander auprès de mon prestataire de restauration? Est-ce que je fais une moyenne et j'applique un coefficient de combien? Donc, tous les jours, j'ai à prendre des décisions basées sur des données. Et le boss doit me permettre d'outiller ça. Mais c'est une promesse, on s'y prépare, on n'y est pas encore. Ouais. Sur le métaverse, juste pour répondre rapidement, là aussi, je suis un grand fan d'innovation et donc je pense qu'il faut qu'on regarde les choses. Ça, je le vois d'assez loin. Pour moi, c'est pas du tout sexe, pas du tout près, encore moins que le. C'est plutôt les outils immersifs en général. Voilà. Par contre, le métaverse lui. Oui, ce qui est pour moi absolument évident, c'est l'aspect développement de l'hybride, avec des collaborateurs basés à distance en même temps que d'autres sont en présentiel, et avec un impact sur nos salles de réunion. À la limite, là, on est dans la future salle de réunion, en fait, de demain, avec des écrans, des caméras partout, qui permettent pour celui qui est à distance de se sentir autant inclus que celui qui est en présentiel. Aujourd'hui, la salle de réunion, c'est une table rectangulaire avec un écran au bout et une caméra là. Quand vous êtes à distance, vous voyez les 2 premiers, les 4 premiers, mais pas celui qui est au fond. Et puis vous avez une discussion entre les 2 du fond qui fait que ça brouille le son de tout le monde. Ça, fondamentalement, aujourd'hui, ça n'a pas changé, alors que nos façons de bosser ont dramatiquement changé là aussi. Donc voilà, effectivement, hybride et immersion dans ce sens-là, je dirais plutôt inclusion ou inclusivité de l'ensemble des participants à des espaces collaboratifs. J'imagine que tu bosses là-dessus, Nicolas, c'est votre boulot au quotidien. Le côté hybride, immersif, c'est clairement la salle de réunion de demain. L'impression que la personne à distance est complètement immergé dans le meeting et vit la même expérience que n'importe qui. Pour moi, ça va apporter une valeur d'usage qui est phénoménale. Et donc, il va y avoir besoin de spécialistes comme nous, entre autres, j'en profite. Mais blague à part, ensuite, sur le métaverse, je pense que c'est plus une évolution, pas vraiment une révolution. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, on a aussi une activité d'événementiel. Et quand je vois la vivacité, le dynamisme de l'événementiel à l'heure actuelle chez tous nos confrères, c'est plutôt rassurant dans le sens où après 2 ans de sevrage, d'événements, de se voir, etc., ok, on va mettre à disposition un tas d'outils, mais il y a quand même besoin de repas de Noël, il y a quand même besoin du réel. Donc, une évolution, oui, avec une expérience collaborateur qui va peut-être compléter et à voir. Oui, Olivier, peut-être aussi. Alors, c'est vrai qu'au-delà du métaverse, c'est cette frontière, cette dimension hybride, parce que finalement, elle est très liée à cette dimension du smart workspace de demain. Où est-ce qu'on met la limite de l'hybride entre le virtuel, le présentiel? Je rebondis juste sur le côté, je vais défendre un peu les promoteurs, mais juste sur un aspect qui est important. Oui, il y a les promoteurs. Non, mais comme on est encore une fois 360, en fait, nous, l'avantage, c'est qu'on a le recul sur l'ensemble de ces éléments et on est investisseur. On investit sur des bâtiments très importants. Aujourd'hui, en fait, la valeur de l'actif ne se mesure plus à la valeur de mon mètre carré à un endroit donné avec c'est-à-dire que demain, si mon bâtiment il n'est pas performant énergétiquement, avec la gestion de son cycle de vie, avec les outils qui vont bien, avec les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à des investisseurs... Aujourd'hui, l'investisseur est de plus en plus intéressé, les foncières sont de plus en plus intéressées, de finalement, avant je vous livrais des plateaux nus, mètres carrés, maintenant je vais vous livrer le bâtiment, avec vos espaces, c'est-à-dire je vais intégrer cette partie de design and build et on travaille de plus en plus nous avec vraiment des investisseurs qui vont mettre du capex avec des loyers en face pour fournir un clé en main qui va intégrer jusqu'au mobilier, jusqu'à la gomme, jusqu'aux outils digitaux. Et en fait donc ce que je veux dire c'est que l'évolution du métier aussi de promoteur, du promoteur qui a une vision un peu lointaine, il intègre de plus en plus finalement l'occupant. En fait, j'intègre vraiment cette notion, donc je vais concevoir des bâtiments suffisamment agiles pour pouvoir dire parce que je ne connais pas forcément mes utilisateurs de demain, mais mes bâtiments, ils vont devoir évoluer complètement. Ils vont être même... je vais devoir pouvoir les muter demain. Ça sera peut-être un hôtel. Mes bureaux seront des hôtels ou seront des logements, et vice-versa, etc. Ça, c'est vraiment important. Et donc, il y a vraiment cette notion de création de valeur qui va...
les promoteurs qui vivront demain, et les investisseurs qui vivront demain, seront ceux qui auront compris qu'ils doivent se dépasser purement, effectivement, la livraison de mètres carrés, point barre, avec un loyer. Ceux-là sont morts demain s'ils n'intègrent pas cette notion globale d'offre à tiroir auprès des utilisateurs. Et en termes d'innovation, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Voilà, j'ai parlé du métaverse, mais il y a peut-être finalement d'autres innovations qui vous intéressent en ce moment. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement d'innovations à regarder, ça bouge tellement dans le digital. Encore une fois, on peut tout regarder, on peut investir des sommes énormes dans des études, dans des projets qui seront jamais. C'est pour ça qu'on revient à des choses souvent pragmatiques, parce que nous, on a besoin aussi de faire du chiffre d'affaires, à un moment de signer des bons de commande, à être payé pour des... Parce que, voilà, mais on est assez pragmatique sur ces aspects. Donc l'innovation, elle est importante, et on intègre cette notion d'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, notre responsable QSE est un des piliers de notre innovation. Parce qu'il doit aller chercher justement et nous aider et aider notre bureau d'études à concevoir les bâtiments de demain, à intégrer le digital, donc à être un animateur. Vous voyez, de la notion, en fait, on dépasse. Il n'est pas là uniquement pour faire de l'ISO 14001 ou de l'ISO 9001, mais il est là pour animer notre communauté d'écosystème, justement, pour dire j'ai besoin de toi en tant qu'expert énergie, j'ai besoin de toi en tant qu'architecte d'intérieur, j'ai besoin de toi en tant que contractant général, tu sais construire des bâtiments, et donc d'associer finalement cette notion transverse. Donc l'innovation, elle doit être vraiment, encore une fois, au service de l'usage, et souvent on peut viser très loin, et il faut avoir un coup d'avance, mais pas trop quand même, parce qu'on a besoin effectivement de vivre. Et sur le métaverse, pour moi, il faut le regarder, on en est encore loin. Il faut le regarder, il y a des risques pour nous, parce que on peut imaginer que tout soit virtuel, mais je ne pense pas encore à la société Matrix. Enfin, je ne suis pas sûr que... Voilà, mais tant qu'on ne sera pas société Matrix, on aura encore besoin de physique. Je crois par contre à 200% à la valeur d'intégrer le métaverse avec effectivement des systèmes immersifs en réunion de travail, en réunion même sociale. Je ne peux pas être au pot ou au repas de Noël, mais en fait, je vais avec des hologrammes demain et je vais être quand même présent. Et je pense que ça va être intéressant. Et pour moi, on le verra dans les 10 ans qui viennent, on verra, ou peut-être même dans les 5 ans qui viennent, on verra des premières expérimentations sur ces sujets-là. On va arriver d'abord... par des choses qui sont, encore une fois, des valeurs d'usage. Si je réponds à un vrai besoin de salle de réunion, parce que le Teams derrière mon écran, effectivement, où je ne vois pas tout le monde, ça fatigue. Alors que si je suis présent dans le virtuel comme si j'étais présent physiquement, ça, je crée une vraie valeur. Moi, l'innovation, c'est super. Mot de la fin, allez, pour toi, Nicolas. Beaucoup d'innovation, trop d'innovation, tue innovation, etc. On a parlé data, on a parlé futur, etc. Mais aujourd'hui, oui, il y a la sobriété énergétique. Mais à un moment donné, c'est vrai que sur les clients qu'on accompagne, c'est comment on peut réutiliser au maximum ce que vous avez déjà. Comment on peut leur donner une deuxième vie. Comment, quand on va démonter des équipements digitaux pour les mettre à la poubelle. Enfin, aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas réagi comme ça il y a quelques années, mais non, qu'est-ce qu'on peut en faire, Voilà, donc, Non, mais on vit une époque géniale, honnêtement, en matière d'environnement de travail. Il y a plein de transformations, il y a un foisonnement, il y a un contexte qui nous aide à ça, qui met en valeur. Il y a un accélérateur. Notre job, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est enthousiasmant. Après, c'est prenant, il faut se mobiliser, mais non, moi, je préfère 1000 fois cette période à celle d'il y a 5 ans. Bon, ça me va parfaitement bien comme mot de conclusion, positif, optimiste. Voilà, juste avant Noël et les fêtes de fin d'année, c'est parfait. Bon, j'avais encore 1000 questions à vous poser, mais on est déjà arrivé au bout du temps imparti pour cette table ronde. Donc, on va conclure ces échanges. Merci beaucoup à vous trois pour avoir partagé vos expériences et vos expertises. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures et puis de nouvelles tables rondes aussi. D'ici là, passez de très bonnes fêtes. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci Noël.